Mathieu Nicourt, donc bienvenue sur le podcast. Merci de m'avoir invité. Alors, t'es quand même un des premiers, t'es un des pionniers dans le MMA. T'as fait énormément de choses. T'as participé aussi, donc, je vais te laisser te présenter évidemment, mais juste pour mettre en contexte, à un plan de lutte antiterroriste pendant de nombreuses années après les attentats de Charlie Hebdo. T'as construit, t'as fait aussi ta salle de MMA, enfin ton club d'entraînement, ton club de MMA. Et tu fais aussi du cinéma. T'as fait du cinéma, on t'a vu avec notamment avec Houellebecq dans un film assez particulier que j'avais beaucoup aimé, qui est l'enlèvement de Michel Houellebecq. Euh, on va essayer de faire le tour. Je te laisse te présenter simplement, plus que s'il y a des choses que tu as envie de rajouter par rapport à cette intro. Ça marche. Donc je suis Mathieu Nicourt. Comme tu l'as dit, j'ai été un des premiers Français à me lancer dans le MMA au tout début du sport. J'ai vu débuter le sport et, euh, Ouais. et je m'étais fixé pour objectif de devenir combattant professionnel. Je crois que, alors pour l'historique, j'ai été, je pense, le premier Français à gagner à l'étranger et le premier Français à obtenir une ceinture en MMA. Donc ça, c'était pour la partie MMA. Comme moi, Les gens te au connaissent pour moment ça, où surtout. oui, oui, alors c'est plus évidemment, c'est peut-être plus cette partie-là qu'on connaît de moi. Et puis après avoir fait carrière en MMA, enfin d'ailleurs pendant ma carrière, j'ai aussi créé mon club, la Free Fight Academy. D'abord parce qu'il n'y avait pas de club existant en France, il n'y avait pas de structure, la discipline était nouvelle et personne se consacrait spécifiquement à cette discipline. Donc je pense que la Free Fight Academy était aussi un des premiers, voire le premier club de MMA en France. Et puis ensuite, quand j'ai arrêté de combattre, je me suis consacré à l'enseignement dans le MMA et j'ai formé, ça fait presque 30 ans maintenant, donc beaucoup de générations de pratiquants et de compétiteurs. Hmm. Ça, c'était pour le MMA. On y reviendra un peu sur le. On va y revenir après sur le MMA parce que c'est intéressant aussi. J'ai quelques petites questions, mais comment tu t'es retrouvé après cette carrière-là comment tu t'es retrouvé à être engrainé dans un plan antiterroriste dans le milieu pénitentiaire. C'est un des premiers trucs que je t'ai dit, tu vois, quand on a discuté un peu en off. Mmh. Moi, ce truc-là, ça m'intéresse, je trouve ça curieux parce que je connais pas trop comment ça se passe. Euh, donc comment cette transition s'est faite? Il faut savoir que moi, j'ai un parcours en sport de combat, mais j'étais pas forcément destiné à faire ça. Je viens pas d'un milieu populaire. J'ai pas grandi dans une cité. Dans mon milieu familial, mes parents travaillaient à la banque. Euh, on me voyait plutôt faire du tennis comme sport que faire des sports de combat et du MMA en particulier. Ça a été un parcours qui a été vraiment le mien parce que c'était un besoin, une passion, quelque chose qui m'a pris aux tripes. Et par le MMA, j'ai été amené à découvrir d'autres milieux sociaux, des combattants qui avaient la même passion que moi, mais qui n'avaient pas les mêmes origines. Et, euh, et en fait, j'ai un peu découvert un univers parallèle au mien. Donc, et j'étais heureux à ce moment-là de trouver des gens qui partageaient ma passion pour le MMA, pour les sports de combat. Et puis, dans un deuxième temps, ça s'est fait surtout en vieillissant, après ma carrière, en devenant entraîneur. J'ai vu arriver des aspects qui n'étaient pas directement liés au sport, mais qui rentraient dans les salles de sport de combat et qui tournaient autour de la pratique religieuse. Et ce qui pour nous comptait pas du tout quand j'ai commencé le MMA, c'est-à-dire que personne faisait attention aux origines, à la religion. On se regroupait tous autour d'une passion commune pour les sports de combat et pour le MMA. Et là, j'ai vu arriver des courants de pensée jusque dans ma salle de sport qui créaient des divisions entre les uns et les autres. Euh, et donc je me suis intéressé à ce phénomène-là. J'ai évidemment toujours eu beaucoup d'élèves et d'amis dans les sports de combat de confession musulmane.
sport de contact, un sport populaire. Donc beaucoup de gens qui pratiquent ce milieu, ce sport sont issus de quartiers populaires et il y a donc une forte proportion de musulmans dans ces quartiers-là et et on s'était toujours amusé entre nous à comparer, à plaisanter sur les origines culturelles, religieuses des uns et des autres et ça se passait très bien. Et puis il y a eu un courant de pensée bien particulier qui s'est développé, qui faisait que certains de mes élèves se coupaient des autres, y compris des autres musulmans. Et j'ai vu aussi beaucoup d'élèves se, se convertir à l'islam. Et ça, j'avais du mal à comprendre. Je dis, mais si tu as une recherche spirituelle, une quête spirituelle, pourquoi tu te tournes pas vers la religion de ta mère ou de ton père et j'ai vu qu'il y avait un phénomène qui se développait, qui était à la fois assez agressif, c'est-à-dire que euh, tendance à dire aux autres qu'ils avaient tort, qu'ils étaient dans l'erreur, qu'ils n'avaient pas bien compris, qu'il n'y avait qu'une seule vraie pratique, une seule vraie religion, une seule vraie façon de pratiquer, et ce qu'on a appelé plus tard radicalisation. Et j'ai vu ce phénomène grandir au sein des salles de sport de combat, au sein de notre milieu. Ça m'a beaucoup préoccupé. J'ai vu des jeunes un peu se perdre, arrêter même leur pratique sportive parce que quelqu'un leur avait dit que c'était pas en accord avec la religion, qu'ils pratiquaient pas bien. Et j'en ai vu se couper complètement de la société. Et prendre des trajectoires assez inquiétantes et ça a duré très très longtemps, je pense pendant peut-être une vingtaine d'années et Attends, on était je te quelques coupe juste entraîneurs à 2 secondes. s'intéresser à ça et ouais, vas-y. Tu vas me raconter la suite après, mais moi je pensais, je pensais presque naïvement, je rigole, je fais exprès, que le MMA était davantage gangréné par des nationalistes, ultranationalistes, par un courant d'extrême droite, plutôt que par une radicalisation islamiste, islamo-terroriste. D'abord les côtés Toi tu me dis, nationalistes, ouais. toi tu me dis que ce que tu as vu tes, dans ton club, c'était davantage une radicalisation. Est-ce que c'était un épiphénomène? Est-ce que c'était partout? Est-ce que tu as pu en discuter avec du monde? Moi, j'ai pas l'impression aujourd'hui, sans tirer de conclusion, sans tirer de conclusion, mais j'ai pas l'impression qu'aujourd'hui les clubs de MMA sont un lieu de radicalisation. J'ai pas non plus l'impression que ce soit un lieu d'ultranationalisme non plus. Mais qu'est-ce que t'en dis de ça? En fait, bah, il y a aussi que je suis plus vieux, donc moi je te parle de choses qui ont lieu il y a déjà des années en arrière. Moi, pendant les 20 dernières années, euh, l'ultranationalisme, j'en ai jamais entendu parler. Ça commence là, depuis quelques années. Il y a des inquiétudes à ce niveau-là. Euh, mais moi, pendant je te dis, les presque 30 ans de carrière dans le MMA, hum, ces milieux-là, de manière très très anecdotique, quelquefois j'en ai rencontré, mais c'était très 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 rare. Ce qui m'a moi beaucoup inquiété pendant ça a peut-être duré 20 ans en particulier, c'était ce mouvement de radicalisation où une partie des pratiquants musulmans étaient pris à partie et où on les forçait un petit peu à une pratique extrême en leur disant que sinon c'était pas des vrais musulmans. C'est un peu ça moi que j'ai vu grandir. Non, il n'y avait pas du tout ces problèmes de nationalisme, etc., d'ultranationalisme dont tu parles. Je les voyais pas du tout. Bon, en plus, mon club était situé en banlieue à Vitry, donc peut-être lié aussi, lié aussi aux origines et au contexte culturel qui était plus développé en local à Vitry. Mais moi, ma principale inquiétude, elle était là, et c'est quand on a commencé à parler des mouvements terroristes à l'international, de Daesh, État islamique, etc.,
où j'ai entendu des choses qui étaient particulièrement inquiétantes de certains des jeunes, et mon travail un petit peu, c'était aller au contact de ces jeunes, essayer de les ramener à la raison. En tout cas, les pousser. Ce que j'ai toujours essayé de faire, c'est de pousser à la discussion et montrer qu'il n'y avait pas qu'une seule façon de voir les choses. Je pense que c'était le plus gros du travail. Et quand il y a eu les attentats de Charlie Hebdo, ça a été un déclencheur. En fait, j'ai eu l'impression, après les attentats, que là, pour la première fois, les politiques se sont aperçus qu'il y avait un problème. Parce que ce problème-là, nous, on l'a vu monter dans nos salles de sport. On était quelques entraîneurs à en discuter et à se dire, bah, je sais pas, c'est peut-être nous qui comprenons pas un truc, ou alors on se fait des idées, ou alors on s'inquiète pour rien. Mais ça n'intéressait personne pendant très longtemps. Et il y a que au moment des attentats de Charlie Hebdo où il y a eu comme une prise de conscience, et où là, l'État, les politiques se sont emparés du phénomène et ont cherché des solutions. Et donc, bah, en créant notamment des postes, c'est le ministère de la Justice qui avait fait ça parce qu'on avait vu que certains s'étaient radicalisés en prison. Et le ministère de la Justice a donc créé ce qu'ils ont appelé le PLAT, plan de lutte antiterroriste, pour tenter d'appréhender, de comprendre, de lutter contre la radicalisation en prison. Et donc, bah, c'est un de mes élèves avec lequel on discutait de ces phénomènes assez souvent, qui m'a appris qu'il y avait eu des créations de postes. Comme ce problème me préoccupait énormément par rapport à certains jeunes dont je m'occupais, je me suis porté volontaire, et donc peut-être que j'ai été à un premier entretien. J'ai peut-être 7, 8 personnes qui m'interrogeaient de partout pour savoir ce que je pensais, ce que je savais, etc. Et à la fin de l'entretien, c'était pas prévu et ils m'ont dit on a besoin d'un coordinateur pour les éducateurs du dispositif PLAT, plan de lutte antiterroriste. Est-ce que ce poste vous intéresserait? Et je leur ai dit oui. Avant de continuer l'épisode, j'ai quelque chose d'exclusif à vous proposer. Si vous aimez le podcast Biomécanique, alors vous allez adorer la lettre Biomécanique. C'est un petit peu la version cachée du podcast, réservée à mes abonnés. Chaque début de mois, j'y partage mes meilleures découvertes pour optimiser votre santé, améliorer vos entraînements et augmenter votre longévité. Vous trouverez aussi des réflexions personnelles sur des sujets controversés et des anecdotes inédites sur le podcast que vous ne retrouverez nulle part ailleurs. Je dévoile aussi mes recommandations personnelles en termes de livres, de films, de documentaires que je considère qu'il ne faut pas manquer. C'est gratuit, ça se lit en quelques minutes et si ça vous plaît pas, vous pouvez vous désinscrire en un seul clic. Alors pourquoi pas essayer? Mais attention, chaque newsletter n'est envoyée qu'une seule fois et si vous n'êtes pas déjà inscrit, eh ben vous avez déjà manqué toutes les précédentes. Donc pour ne pas louper la prochaine, faites dérouler la description, cliquez sur le dernier lien qui s'affiche et rejoignez de suite la lettre Biomécanique. Quel est l'état d'esprit de quelqu'un qui se radicalise d'un point de vue religieux par rapport au sport de combat, par rapport à l'art martial? Est-ce qu'il y a une Alors, mentalité différente? Est-ce que c'était en tout point pareil que tout le monde, sauf cette partie religieuse? en fait, il n'y a pas, je pense, une forme de radicalisation, il y en a plusieurs. Euh, Bien sûr, il y avait des points communs, mais ça pouvait changer d'un individu à l'autre. J'avais par exemple, en fait, moi, ceux où je m'en apercevais, où j'avais de l'inquiétude, c'est quand le mot me venait me dire, je peux plus pratiquer, je viendrai plus au club, parce qu'on m'a dit que ma religion me l'interdisait. Je lui disais, mais t'étais déjà musulman l'année dernière, en fait, et tu pratiquais. Oui, mais on m'a dit que c'était pas la bonne façon. On m'a dit que c'était interdit, je pouvais pas frapper sur un autre musulman ou je pouvais pas frapper une autre personne. Il y avait aussi l'histoire de la tenue vestimentaire qui entrait en compte. Fallait pas montrer certaines parties de son corps. Donc, en fait, chacun retenait parfois une partie, parfois l'ensemble. Mais ce que je retenais moi, c'était que le résultat, c'est que on était un club, on était une famille, on était des amis. On n'avait jamais fait attention aux origines, à la culture, à la religion des uns et des autres. Et là, tout à coup, il y avait ça qui émergeait au milieu de nos pratiques et qui séparait les uns des autres.
C'est comme ça, moi, que j'ai vu les premières manifestations. Et bah, la deuxième étape, là où ça m'a vraiment choqué, inquiété, c'était après les attentats de Charlie Hebdo. Il y avait pas, je sais pas s'il y avait déjà Instagram, en tout cas c'était beaucoup Facebook à cette époque-là. Et quand j'ai vu les réactions sur les murs Facebook euh, de certains de mes élèves, euh, bah, je me suis dit, waouh. Et tu sais, t'avais alors Quelle réaction? bien sûr, bien sûr, c'est pas tous, hein, mais t'en avais quand même qui étaient là. Bah, tu sais, on parlait après d'apologie du terrorisme. Bah là, pour le coup, c'est bien fait pour eux. Ils ont eu que ce qu'ils méritaient, et et de voir ça. Alors, moi, je le reprenais à la salle, tu vois, parce que je, je repérais ceux qui avaient posté ça sur leur mur. Je venais à, Ce que je m'étais fixé comme objectif, c'était de les pousser à l'échange, si tu veux, à la discussion, faire comprendre le pourquoi. Que, oui, effectivement, on avait manqué de respect à une religion, pas seulement à la leur, que ça avait été toujours le cas de ce magazine-là, que le christianisme avait pris cher aussi, que moi aussi, dans ma famille, il y avait des pratiquants qui avait été choqué, mais le pourquoi du comment, pourquoi il n'y avait pas de blasphème en France, pourquoi on avait le droit de critiquer les religions en France, pourquoi ça faisait partie de notre identité aussi en France. Et toutes ces choses-là, beaucoup les appréhendaient pas du tout. C'est-à-dire que ils voyaient ça au travers de leur propre filtre, euh, sans que j'ai eu l'impression que pour un certain nombre, bah, l'éducation nationale ait fait son travail. En fait, c'est-à-dire que le socle commun que tous on aurait dû avoir, certains, bah, en fait, l'avaient pas. Et donc je m'étais fixé un peu euh, pour mission de faire passer ce message. Et c'était quoi ce socle commun? De quoi Ben, tu parles exactement? bah, ce qui pour moi était une évidence, c'est-à-dire que en France, euh, en fait, je vais même pas parler de loi ou de loi de 1905, etc. Mais ce qui pour moi était une évidence et qui, je le croyais quand j'étais plus jeune, était admis de tous, c'était que oui, on pouvait tous croire ou ne pas croire en une religion, en une autre, en un Dieu, en un autre, etc. Mais que c'était quelque chose de l'ordre du privé. Euh, donc d'une part parce que c'était privé, on l'imposait pas, si tu veux, à l'autre. Et que d'autre part, voilà, il y a pas de religion reconnue en France comme étant au-dessus des lois, et que donc, en conséquence, même si ça fait pas plaisir aux uns et aux autres, euh, le blasphème n'existe pas en France. Donc, on peut pas condamner une personne parce qu'elle a critiqué une religion. Ça, c'est très compliqué à expliquer à des gens qui parfois, euh, je, je le fais encore aujourd'hui, viennent d'un autre pays, arrivent en France, ont pas les mêmes repères culturels. Et je peux parfaitement comprendre que quelqu'un qui a pas grandi dans notre contexte à nous, parce que le contexte français, c'est assez spécifique, hein. C'est-à-dire que là, je te parle de mes élèves, mais j'ai rencontré des Américains. Euh, Notre façon d'appréhender la religion en France, ils le comprennent pas plus, tu vois. Donc, mais il y a un moment, on vit tous dans ce pays avec ses repères, et le concept de laïcité française, il est pas facile à comprendre pour les autres, en fait, parce qu'il est très spécifique à la France. C'est un petit peu ça que j'essayais d'expliquer aux uns et aux autres. Néanmoins, pour me faire un peu l'avocat du diable aussi, on reproche souvent à la communauté musulmane de se vexer quand on se moque de sa religion. Alors évidemment, enfin de se vexer ou en tout cas de pas trouver ça normal, de trouver ça irrespectueux. Ce qui dans un sens, bon, peut se justifier, tu vois.
Évidemment, s'il s'agit de se venger ou de poser des bombes, on est quand même sur quelque chose de pas très équitable, de pas très nuancé. Mais les catholiques peuvent reprocher également, d'une certaine façon, qu'on se moque de leur religion. C'est-à-dire que parfois, j'ai l'impression que c'est un petit peu la même chose des deux. Alors tu vas me dire, je vais te laisser te développer. On a vu récemment sur l'ouverture des cérémonies des JO qu'il y a eu une espèce de grande profanation de la grande scène, de la scène où Jésus donne à manger à ses apôtres. Je crois que c'est ça. Où il y a eu des trans, des transgenres, je sais plus quoi, et qu'il y a eu une espèce, tout le monde s'est un petit peu offusqué, offensé. Certains parlent de satanisme même, voilà, je cite personne, mais parlent de cérémonie un petit peu sataniste, hein, parce qu'elle va à l'encontre de toutes les valeurs, notamment catholiques. Qu'est-ce qu'on fait? On a le droit de se moquer et encore une fois, hein, c'est une question qui est un petit peu provocatrice, mais est-ce qu'on a le droit de se moquer d'une religion mais pas d'une autre? Et inversement? En fait, moi, je pense que, après, c'est un point de vue qui est très personnel. Évidemment, personne n'a la science infuse et il n'y a pas une bonne réponse. Je dirais que traditionnellement, en France, on a le droit de se moquer des religions en général, pas d'une en particulier. Est-ce que c'est souhaitable? Probablement pas. Par contre, à l'inverse, c'est pas souhaitable non plus qu'on ait peur de se moquer. C'est ça qui pour moi est important, c'est-à-dire que une religion, quelle qu'elle soit, n'impose pas sa loi en France parce que c'est un des fondements, je pense, de notre pays. Il admet toutes les pratiques religieuses tant qu'elles ne contreviennent pas des principes fondamentaux et aux lois françaises, mais elle n'en reconnaît aucune. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une religion d'État en France. C'est quelque chose de très spécifique. Et donc, bien sûr que un pratiquant, s'il est croyant, ça le choque, ça le dérange quand on se moque de sa croyance. Et ça, c'est pareil pour les catholiques, les musulmans, les juifs, ou n'importe quelle autre religion d'ailleurs. Je pense que peut-être la différence, c'est que la loi de 1905, la façon de pratiquer la laïcité française, les catholiques français s'y sont habitués en réalité. Euh, C'est-à-dire que ça s'est fait, ça s'est fait après la Révolution. Ça n'a pas été simple. Il y avait les pro-religieux, les anti. On a trouvé ce qui a semblé le meilleur compromis possible pour que les croyants, les pratiquants, pour lesquels la religion était importante, et ceux qui ne voulaient pas de religion euh, puissent vivre ensemble. Je pense que euh, les populations de religion musulmane sont arrivées nettement plus tard et que donc ce modèle-là, ils ont moins eu le temps que les catholiques de le comprendre et de s'y habituer pour une part. Je pense, j'ai aussi plein d'élèves musulmans qui ont grandi en France où je sens vraiment que peu importe qu'on n'ait pas les mêmes origines, la même culture, la même croyance, on a le même socle commun. Tu vois, je pense, mais je pense qu'il y a euh, une partie, et c'est valable pour les catholiques comme pour les musulmans, qui se retrouvent pas dans ce socle commun qu'on a en France, euh, qui sont euh, qui sont choqués quand quelque chose va à l'encontre de leur religion, et ça, je pense que tous les pratiquants, mais qui ont plus de mal à l'accepter parce que ils se sentent visés et agressés en particulier, alors que je pense que si on leur explique le pourquoi et le Mhm. comment de la laïcité française, mais si on leur explique vraiment, mais ça prend du temps, euh, ils pourront comprendre que non, on vise pas une religion en particulier. C'est quelque chose qui fait partie de l'histoire de ce pays. Il y en a qui ont vécu dans ce pays par le passé la religion comme une persécution aussi.
et qui ont voulu s'en protéger. Et en fait, il faut trouver le bon compromis entre les deux, protéger les croyances des uns pour ne pas les insulter, et protéger aussi ceux qui ne veulent pas croire et qui veulent que ce droit soit très clair, de ne pas croire en quelque chose et qu'on puisse pas leur imposer une croyance. Il faut trouver le juste compromis entre les deux. C'est ce qu'a toujours essayé de faire la France en réalité, je pense, au travers de son histoire récente, et c'est sûr que c'est pas un exercice facile. Alors, j'essaie toujours de me Juste peut-être, placer un petit peu dans les deux situations. Tu voulais rajouter quelque chose? ouais, ouais, juste revenir sur, tu parlais de la scène, ce qui a, bah, j'ai suivi un petit peu les débats aussi. Ce qui a choqué effectivement, en fait, et c'est là aussi que je pense que c'est important de bien connaître la réalité. En fait, j'ai l'impression que nos politiques sont parfois un peu déconnectés de la réalité du terrain. Euh, Moi, c'est un peu ça qui m'avait frappé pendant toutes ces années où je voyais les phénomènes de radicalisation se développer. Je me suis dit, mais soit tout le monde est aveugle, soit c'est moi qui suis fou. Et il y a que au moment des attentats de Charlie Hebdo que je me suis dit, ah, donc là, ça veut dire que pendant ces 20 dernières années, j'ai pas rêvé, il y avait bien un problème qui se développait. Parce que personne s'y était intéressé, personne n'en parlait. Euh, en fait, je crois que il y a une prise de conscience, mais qui a mis tellement de temps, euh, de la réalité du terrain, des différents courants de pensée. Enfin, on a une certaine classe politique qui, pour moi, vit dans une bulle hyper protégée, qui ont des grands principes, des valeurs qui sont souvent en adéquation avec les miennes, hein, mais qui ignorent tellement la réalité du monde dans lequel ils vivent qu'ils se rendent pas compte que ça parle pas finalement à tout le monde en France et surtout dans le monde. Et je pense que dans la problématique avec la scène, c'est que finalement on serait resté au niveau France. Je pense que ça serait passé pratiquement inaperçu. Évidemment, il y a des catholiques pratiquants qui se sont plaints, qui se sont sentis choqués, insultés. Euh, mais si c'était resté au niveau de la France, je pense qu'on aurait arrêté d'en parler au bout de 2 jours. Hmm. Parce que les catholiques français sont habitués à ça. Et encore une fois, la question n'est pas de savoir si c'est un bien ou un mal, mais c'est dans ce contexte que nous, on a grandi. On s'est habitué à ce qu'on puisse, à ce qu'il n'y ait pas de blasphème en France. Le blasphème n'existe pas en France. Par contre, l'histoire de la scène a fait beaucoup de bruit parce que ça s'est répandu à l'international et que tu as d'autres pays. Euh, la laïcité à la française, ils la comprennent pas, ils la connaissent pas. Et pour eux, comme on parlait des musulmans tout à l'heure, il y a des catholiques à travers le monde qui n'ont pas le même rapport à la religion que nous, on a en France. Et qui donc sont beaucoup plus choqués, beaucoup plus, beaucoup plus surpris parce qu'il leur semble être un manque de respect envers leurs pratiques religieuses. Ouais, non, c'est intéressant sur ce côté international. Bon, bah, néanmoins, je sais pas comment les autres pays ont réagi à ça. J'avoue ne pas trop regarder. Des échos que j'ai eus en France, en tout cas, ça a un peu gueulé. Alors, comme je voulais le dire tout à l'heure, c'est que j'essaie toujours de me placer, surtout quand je fais ces podcasts, de me placer d'un côté et de l'autre du spectre et de me dire finalement qui a raison. Est-ce que ce qu'on reproche aux uns, c'est finalement pas ce qu'on peut reprocher aux autres à l'inverse? Tu vois, d'où ma remarque précédente. De ma question précédente, là où c'est assez difficile, c'est de se dire à partir de quand c'est une moquerie, c'est une liberté d'expression, c'est les valeurs de la France que de se moquer d'une religion. Et à partir de quand on bascule dans l'inversion des valeurs et dans le mal absolu, tu vois. C'est-à-dire que si je me fais la défense c'est marrant. Si je me fais la défense, tu vois, d'un peuple musulman, dire, je suis désolé, mais faire des caricatures pareilles de Mahomet, c'est insultant, c'est outrageant, c'est pas drôle, c'est absolument pas drôle. En quoi est-ce différent de se moquer d'une scène,
d'un tableau hyper connu catholique. Tu vois, d'un côté c'est on se moque juste de vous. C'est juste on se moque de la religion. Et de notre côté, on a ah ben là, on s'est pas que moqué de la religion, on a fait une inversion. Il y a un satanisme, il y a une inversion des valeurs. Tu vois. Donc c'est tout droit vers les enfers. Tu vois, le deux poids deux mesures. Et encore, je me fais l'avocat du diable parce que je suis pas en train de dire que je le pense. Je suis en train de dire que c'est une façon de penser qui peut exister. En fait, par exemple, par rapport à la scène, je pense pas que les gens qui ont pensé à ce tableau souhaitaient se moquer de la religion catholique. Les catholiques, certains catholiques l'ont perçu comme ça. Et d'autres catholiques que je connais l'ont absolument pas perçu de cette façon-là et se sont pas du tout sentis offensés par la scène, par euh, par le tableau qui pouvait faire lien avec la scène. Je pense que c'est des perceptions très individuelles et je pense pas qu'il y avait une volonté de se moquer en réalité. Donc là, en plus de ça, simplement, bah, il y a des sensibilités, des susceptibilités, et c'est bien d'avoir une représentation la plus honnête et la plus claire possible de toutes ces sensibilités en France et à l'international, bah, pour essayer de pas faire d'impair. En fait, par rapport à ce que je t'ai dit, la réponse, je l'ai plus ou moins. Je pense que personne n'a eu l'impression effectivement que l'objectif était de se moquer, mais que l'objectif était d'implanter une idée, d'implanter un concept ou de forcer un concept. Certains disent, ils parlent du wokisme, des différences, de la tolérance, et qu'en fait, on essaye d'imposer une réalité de ce que le monde devrait être. Je pense que c'est ça qui énerve plutôt les gens. Je pose des questions et puis j'y réponds finalement, tu vois, parce que j'ai plus ou moins les réponses, mais c'est pour, enfin, j'ai plus ou moins les réponses, ça dépend. C'est pour faire avancer, mais je pense qu'en réalité, c'est pas tant la moquerie comme ça aurait pu être une moquerie d'une autre religion, mais c'est le fait de vouloir forcer, de vouloir pousser une idéologie, voilà, qui n'est pas celle qu'on a envie, voilà, qui n'est pas celle qu'on a envie de voir dans le futur. Qu'est-ce que t'en penses de ça? En fait, je pense que oui, c'est très clairement utiliser les Jeux Olympiques pour faire passer un message. Et j'imagine que dans ceux qui ont créé ces tableaux-là, l'idée c'était faire passer un message de tolérance, d'ouverture, de non-stigmatisation. Donc c'est toujours, à mon avis, bien intentionné. Mais encore une fois, c'est souvent pensé par des gens qui vivent dans une bulle, qui sont coupés de la réalité du terrain, qui pensent que tout le monde voit les choses avec le même filtre qu'eux, en fait. Et, euh, et la tolérance et le respect des uns et des Ça autres, marche dans tous les sens. euh, c'est ça, et c'est aussi accepter l'idée que, ouais, on a des idées, on pense que c'est les bonnes, mais qu'on n'a pas la science infuse, on n'a pas la vérité absolue, et qu'il y a plein d'autres gens, dans plein d'autres endroits, qui pensent pas de la même manière. Alors, on essaye de véhiculer des idées qui nous semblent être les bonnes, mais ça va pas être perçu pareil parce que tout le monde n'a pas été éduqué pareil, tout le monde n'a pas la même culture, tout le monde n'a pas les mêmes critères de ce qui est bien et de ce qui est mal, et que donc on peut choquer des gens. Et en fait, mais pour le comprendre, ça, il faut avoir conscience de la réalité du monde. Il faut pas vivre dans une petite bulle. C'est moi le premier reproche que je fais. Alors, tu vois, on fera peut-être le lien avec le roman. Ce qui a plu à l'éditeur Rivière Blanche qui a accepté de publier mon roman, c'était les parallèles qu'il pouvait faire avec la société actuelle. Euh, euh, En gros, si tu veux, j'ai utilisé moi un univers qu'on appelle fantasy, euh, mais où j'ai pris un point dans le passé et où j'ai induit un changement qui fait qu'ils arrivent finalement à une société qui ressemble par beaucoup d'aspects, qui ressemble à la nôtre. Et, j'ai développé une république avec deux partis politiques, si tu veux, où j'ai euh, schématisé un petit peu les tendances qu'on voyait dans notre pays. Il y a un parti, je les ai appelés les traditionalistes. J'ai voulu
voulu du coup être extrêmement clair, hein. Et l'autre partie, je les ai appelés les bien-pensants. Bah là, si tu veux, Très, la bien-pensance, c'est assez collé. Pour l'instant, ça me fait plus penser à un essai qu'à une fiction, pour l'instant. voilà. Et en fait, si tu veux, ce que je voulais, c'était bah, rendre encore plus clair, encore plus facile à voir les grandes tendances qui me semblaient se dégager. Bah oui, alors on a tendance à dire bah les bien-pensants, bah ils pensent bien, ouais, faut aimer son prochain, faut tolérer tout le monde, etc., etc. Bah oui, si tu poses la question à quelqu'un qui connaît pas le monde, il va dire que c'est ça la bonne façon de faire et que les traditionalistes ils sont rétrogrades, ils veulent vivre dans le passé et que c'est ça la mauvaise façon. Bah la réalité du monde, elle est pas si simple. C'est-à-dire que les traditions, elles existent partout, dans tous les pays, dans toutes les cultures, parce qu'elles ont une raison d'être. Parce qu'elles servent à quelque chose aussi, donc il faut pas les ignorer. Et la bien-pensance, tout le monde veut le bien du, voilà, on veut tous sauver la planète, on veut tous sauver notre prochain, aimer notre prochain, etc. Mais il y a des Mm. réalités qui font que c'est pas si simple et qu'il faut tenir compte aussi des spécificités des uns et des autres. Et je pense effectivement que la bien-pensance devrait servir d'amélioration, d'axe de voie, d'axe d'innovation, à rendre les choses meilleures, mais que la fameuse bien-pensance, comme on se l'imagine, ne doit pas être quelque chose qui vient remplacer absolument toute tradition, C'est ça, toute c'est ça. culture, tout passif, tout, parce que en fait, c'est pas possible. Je pense qu'elle doit servir au progrès. Là, d'une certaine façon, je suis progressiste sur ce secteur-là. Elle doit servir au progrès, à faire que les choses soient meilleures, à faire que les choses soient que le monde soit plus sympa à vivre, qu'il y ait moins de violence, qu'il y ait moins d'injustice, certes, mais ne pas balayer de revers de main les traditions en disant bon mais non, on n'a absolument plus besoin, elles servent plus à rien. Ben parce que si elles sont là, et comme tu l'as dit, elles sont développées pendant des dizaines et dizaines d'années, c'est qu'il y a bien une raison. Et leur existence est là pour offrir quelque chose. Mais malheureusement, des fois, elle offre quelque chose de positif et des fois quelque chose de négatif. La bien-pensance, le wokisme devrait essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a de mal et comment l'améliorer sans venir peut-être tout bouleverser ou sans venir raser toute tradition pour installer un nouveau monde qui de toute façon ne pourra pas exister. On va beau dire ce qu'on veut, tu rases tout, tu recommences tout, une nouvelle hiérarchie va s'imposer, de nouvelles traditions vont s'imposer, des nouvelles cultures vont s'imposer, et un fonctionnement va s'imposer de lui-même. Ben, c'est ça, c'est un peu les discussions que j'ai assez souvent. C'est en fait, si tu veux, bien sûr qu'on évolue, bien sûr qu'on s'ouvre, euh, bien sûr que tout le monde devrait être progressiste, c'est une autre façon de le dire, mais on peut pas construire à partir de rien. Enfin, de toute manière, on n'est pas construit à partir de rien. C'est-à-dire, on a un passé, on a une histoire, et je pense moi que c'est à partir de ce passé et de cette histoire qu'on peut construire et être progressiste. Mais donc il faut les deux en fait. Et euh, moi je ferai toujours le reproche. Après, si tu veux, on a parlé un petit peu des différents milieux sociaux. Moi, j'ai la chance quelque part de naviguer entre tous. Euh, Je suis issu d'un milieu, comme je te dis, qui est pas du tout euh, celui ce- qui est pas du tout celui où est mon club, par exemple. Mon club est situé à Vitry-sur-Seine. C'est un milieu très très populaire. Beaucoup de mes élèves ont des origines étrangères, voire sont de nationalité étrangère. Ça me permet de discuter avec les uns et les autres et de la vraie ouverture, elle est là, en fait. C'est-à-dire que tu comprends que tout le monde appréhende pas les phénomènes mondiaux de la même façon. On discute, on échange très souvent ensemble. J'ai des élèves forcément d'origine maghrébine, subsaharienne, j'ai des élèves originaires de l'Est, des Moldaves, des Dagestanais, certains sont orthodoxes, certains sont musulmans, euh, mais indépendamment de la religion, le filtre à travers lequel on perçoit le monde, euh, bah, bah si tu,
bah, si tu veux, est très différent. Parce qu'on n'a pas eu la même histoire et la même culture. Donc, si tu ne peux pas faire comme si ces histoires et ces cultures, elles n'avaient jamais existé, en fait. Parce qu'elles vont jouer dans notre façon de percevoir le monde euh, à l'heure actuelle. Alors, revenons un peu lorsque tu as intégré le plate plan de lutte antiterroriste. Qu'est-ce qu'on t'a demandé de faire? Quel était ton En rôle? fait, alors en fait, pour la petite histoire, quand j'ai commencé, ça s'appelait PLAT, Plan de lutte antiterroriste. Et quand j'ai arrêté, ça avait changé de nom, ça s'appelait MLRV, Mission lutte contre la radicalisation violente. Et en fait, alors, quand j'ai commencé, on m'a demandé un peu ce que je pensais, ce que je savais, etc., etc. Et puis à un moment donné, c'est moi qui ai retourné la question et je leur ai dit bon, je comprends bien le thème, mais très concrètement, en quoi vont consister mes missions? Quels vont être mes moyens d'action sur le terrain? Et là, on m'a répondu, bah, on n'en sait rien encore. On attend d'en discuter avec vous aussi parce que bah, c'était une création de poste. Et donc, en fait, il y avait une commande politique parce qu'il y avait un problème qui avait été clairement identifié. Tout le monde avait conscience qu'il y avait un problème et qu'on ne pouvait plus l'ignorer, comme ça avait été fait pendant très longtemps, trop longtemps. Mais personne savait vraiment comment l'appréhender. Donc ça, c'est les missions, les moyens d'intervention sont construits au fur et à mesure. Et bah, très concrètement, mes missions, on les séparait un petit peu en deux. Il y avait ce qu'on appelait l'évaluation et ce qu'on appelait la prise en charge. Donc l'évaluation, c'était bah, aller rencontrer des personnes qui étaient incarcérées. Le chef d'inculpation, c'était association de malfaiteurs terroristes, qui pour la plupart étaient incarcérés à titre préventif, donc qui n'avaient pas encore Suspicion. qui voilà, en fait, il y avait voilà, mais qui n'avaient pas encore été jugés. Et donc une partie de mon travail, c'était d'évaluer la dangerosité des personnes. Heu, Évidemment sur la base de ce qu'ils souhaitaient me dire puisque, mon travail, moi, c'était d'aller en entretien avec les uns et les autres. Et la deuxième partie du travail, c'était, la prise en charge et la prévention. Donc prise en charge, si je schématise au maximum, c'est OK, tu as quelqu'un qui a des idées, radicales violentes, je reviendrai sur le violent. De quelle manière est-ce que, je l'aide à évoluer vers autre chose? Ça évidemment, c'est pas une mince affaire et la partie prévention, c'est, qu'est-ce qu'on peut mettre en place, pour que des jeunes qui sont pas nécessairement radicalisés ou qui sont en train de le devenir, heu, réussir réussir finalement à ne pas les laisser s'enfoncer là-dedans, heu et à trouver une autre voie de développement. Voilà en gros les 3 missions si je schématise donc évaluation de la dangerosité, prise en charge et prévention. Et alors, comment ça se manifestait concrètement? C'est-à-dire que tu allais dans les prisons et tu faisais des entretiens avec chacun d'entre eux, des présumés terroristes qui n'étaient Oui, pas encore oui, passés à oui, l'acte. alors, ils étaient incarcérés pour association de malfaiteurs terroristes donc certains étaient passés à l'acte. Simplement le jugement n'avait pas eu lieu, ils n'avaient pas été encore condamnés, mais il y avait eu passage à l'acte. Alors, pas prouvé, pas avéré, etc. Mais pour beaucoup, s'ils étaient là, c'est parce qu'il y avait déjà eu un passage à l'acte. Alors, le passage à l'acte, c'était de deux types. C'était soit des tentatives ou des attentats exécutés sur le territoire français, soit, c'était le cas de beaucoup d'entre eux, ils étaient inculpés pour association de malfaiteurs terroristes parce qu'ils avaient rejoint l'État islamique en Syrie, par exemple.
Donc, il n'y avait pas eu d'attaque sur le territoire français, mais ils avaient rejoint un groupe terroriste, d'où association de malfaiteurs. Voilà. Et certains avaient vécu en Syrie et étaient revenus en France. Donc le principe global en France, c'était alors, surtout pour les hommes dans un premier temps, puis pour les femmes ensuite, c'était quand quelqu'un revient de Syrie, on cherche pas à comprendre. De toute manière, on l'incarcère d'abord, et puis après on voit. Et d'où l'intérêt après d'aller en entretien Ok, donc, pour évaluer la dangerosité des personnes. donc ce que je comprends, c'est que faire partie de la communauté terroriste, même si tu n'as rien fait à l'époque, même si tu n'avais pas commis d'acte particulier, le fait d'être dans le groupe, Oui, c'est-à-dire que t'étais incarcéré de prévention. oui, c'est-à-dire qu'en règle générale, ce qui se passait, c'est que t'en avais certains qui avaient quitté la France pour aller rejoindre l'État islamique en Syrie. Et donc, ils avaient pris contact avec des passeurs de l'État islamique. Euh, donc, ils avaient vécu, mais alors, personne ne pouvait savoir. Si, il y avait quelquefois les services de renseignement avaient des infos, mais souvent, on savait pas exactement ce qui s'était passé en Syrie. Mais à partir du moment où ils avaient pris contact avec des personnes de l'État islamique pour passer en Syrie, il y avait forcément association de malfaiteurs terroristes. Voilà. Après, toute la question, c'était de savoir le pourquoi. Moi, j'ai eu notamment à m'occuper des femmes sur la fin, parce que en fait, au début, on incarcérait essentiellement les hommes. Les femmes n'étaient pas incarcérées. On considérait qu'elles n'avaient sûrement pas participé à des actions violentes en Syrie, et qu'elles risquaient pas de participer à des actions violentes en France, même si elles revenaient. Et puis ça a changé, notamment quand il y a eu la tentative d'attentat de Notre-Dame, où là on s'est dit ah mais les femmes aussi en fait peuvent faire des attentats. Donc à partir de là, on a considéré que les femmes représentaient un danger aussi, et les femmes de retour de Syrie ont commencé à être systématiquement incarcérées aussi. Ok. Et alors comment ça se passe dans les entretiens que t'as passés? C'est quoi les choses qui t'ont marqué? Est-ce que t'as découvert des choses? Est-ce que t'as eu des nouvelles découvertes par rapport à ce que tu savais dans ton club, de ce que tu voyais? Est-ce que t'es rentré dans un monde complètement différent? En fait, là, ce qui était un peu marquant, c'était la variété des cas de figure en fait. C'est-à-dire que, bah, en fait, il y avait vraiment tout. Euh, j'ai eu par exemple, j'ai eu par exemple un petit jeune, il avait 18 ans, peut-être qu'il en avait que 17 quand il est parti, je me rappelle plus. Enfin, lui concrètement, il est jamais arrivé en Syrie. Euh, ils sont partis, c'était un gars, je crois qu'il était de Tours, jouait les Tours, enfin voilà, un truc comme ça. Et en fait, c'était un pauvre môme en fait, mais qui fumait du shit, qui buvait en bas de sa tour avec des potes, euh, qui travaille son premier boulot, c'était dans une usine de fabrication de nuggets de poulet. En fait, il avait une vie de merde. En gros, c'est comme ça que lui-même il me l'a expliqué. Il avait une vie de merde, il s'emmerdait. Dans sa cité, tout le monde parlait de la Syrie, tout le monde disait que voilà, c'était génial, que c'était là qu'il fallait aller. Il m'a dit que Bachar el-Assad, il savait pas qui c'était quand il est parti. Il a appris qui était Bachar el-Assad en prison parce qu'il regardait BFM en prison. Mais donc en fait, il est parti là-bas, il ne connaissait rien de la situation de là-bas. Il est parti parce qu'il avait une vie de merde et qu'on lui avait dit que là-bas, ça allait être l'aventure, qu'il allait y avoir des choses extraordinaires et tout. Ils se sont fait arrêter en bagnole, ils sont partis à 4 dans une bagnole, ils se sont fait arrêter à la frontière dans je sais plus quel pays. Ils n'ont jamais mis les pieds en Syrie et ce môme-là s'est retrouvé en prison. Et en fait, ce qu'il m'a dit, c'est je suis content qu'on m'ait arrêté avant parce que quand j'ai vu après ce que c'était vraiment, heureusement qu'on m'a pas laissé partir là-bas. Donc ça, c'est un cas de figure, tu vois. Et là,
d'abord, je voyais pas, si tu veux, mais après, il y a pas, je suis pas le seul intervenant, évidemment, et c'est pas que mon témoignage qui va dire si quelqu'un est dangereux ou pas. Il y avait plein de professionnels, plein de prises en charge. Mais ce jeune-là, tu vois, je te le donne comme un exemple. L'évaluation de la dangerosité, tu vois, il y a un pauvre mec qui était parti, qui savait pas pourquoi, qui finalement avait un peu compris le pourquoi du comment pendant son séjour en prison, et qui, à mon avis, allait pas représenter un gros danger une fois qu'il serait sorti. Par contre, c'était important de le prendre en charge. C'était important de le préparer à la sortie. C'était important de faire le point avec lui, de là où il en était. Voilà. Par exemple, je te cite un autre exemple. J'avais un gars qui, là, par exemple, était un trentenaire, euh, qui, lui, avait une pratique religieuse radicale en France. Euh, Sa femme avait le voile intégral, et pour lui, c'était pas possible que ça puisse être autrement. C'était ça la seule vraie façon de pratiquer. Les valeurs de la France, tout ça pour lui c'était insupportable. L'homosexualité c'était insupportable. Tout ce qui se passait en France c'était insupportable. La laïcité c'était pour lui le principal ennemi à combattre. Et donc le gars m'explique qu'à un moment donné, État islamique, on leur disait qu'ils pourraient vivre comme ce que lui considérait être la vraie pratique de l'islam. Il est parti avec sa femme, il est parti là-bas. Euh, donc il a rejoint l'État islamique. Et là, c'était un peu compliqué parce que lui t'expliquait qu'il avait été en Turquie, mais qu'il n'avait pas passé la frontière, qu'il y était allé pour aider les blessés qui traversaient la frontière de la Syrie vers la Turquie, donc pour faire de l'humanitaire, et que son rôle c'était stocker des cartons de médicaments. Et puis, je voyais le profil du gars. Alors il avait fait l'armée pendant 1 an, donc je sais plus quel groupe militaire dont il s'était fait virer parce qu'il avait frappé un officier. Mais il y avait de l'appétence pour les armes, il y avait de l'appétence pour les sports de combat et arts martiaux. Il y avait dans le discours une détestation du système français, enfin des valeurs françaises, de la société française. Là, tu vois, il y avait ce qu'on a préévalué nous comme facteur de risque, c'est-à-dire que le discours était ambigu en fait. Il y avait des valeurs qui étaient très clairement affichées, et puis évidemment, il était incarcéré, mais son jugement n'avait pas eu lieu. Donc le discours est lié à ça aussi. Et lui, par contre, et sur la raison, ok, t'es parti en Syrie, mais pourquoi t'es revenu du coup? Et, et là, c'était pas clair. Parce que moi, si tu veux, à, à un moment donné, en discutant avec lui, le mec m'explique qu'il déteste notre société, que lui, il veut un autre modèle de société, que ce modèle de société, on le lui propose en Syrie, il prend ses affaires, il s'en va. Bon, à la limite, il est en adéquation avec ses principes, tu vois, même si évidemment on n'a rien en commun. Euh, ce qui était inquiétant, c'était qu'il revienne par contre, parce que là, on comprenait pas bien pourquoi. Voilà. Alors, deux choses. Ce double narratif, je pense qui justifie ou qui explique la radicalisation terroriste. Le premier qui est une perte de sens, une perte absolue, et en fait être enrôlé dans une espèce de mission parce que on a une vie de merde. Ça, c'est le premier cas que tu as expliqué. Et le deuxième cas qui est je ne supporte plus l'état actuel, la société actuelle en tout cas française, et donc qui est en dehors de toutes mes valeurs, en dehors de toutes ma façon de penser. Donc je me radicalise encore plus. Ce double narratif là, ces raisons, c'est cette double raison. J'ai l'impression que entre 2015 et aujourd'hui, bientôt 2025, donc 10 ans après, je dis 2015, c'était quelle année les attentats? Je me souviens plus. Oui, c'est ça. Là où ça commence à prendre une grosse ampleur en France. Ok. Donc ces deux raisons-là
on est en 2024, bientôt en 2025. Ce contexte n'a jamais été plus grand. J'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui sont en perte de sens. Alors, certains pointent du doigt des raisons, peu importe, mais il y a une espèce de constat que le sens, le bonheur et la mission sur Terre, entre guillemets, elle est de moins en moins accessible. Alors, est-ce que c'est par le nombre de choix? Est-ce que c'est par le nombre? Est-ce que c'est pas ce qu'on met dans la tête ou quoi que ce soit? Mais j'ai l'impression que les gens sont de plus en plus perdus. On parle aussi de confort. Plus on est dans le confort, plus on a accès à tout, plus on a comblé nos besoins primaires, plus on se pose des questions de qu'est-ce qu'on devrait faire. Donc cette perte de sens, j'ai l'impression elle est montée. De notre côté, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de gens qui ne se sentent pas à leur place en France. En tout cas, ils ont l'impression que les valeurs sont en train de disparaître, certains parlent de remplacement de valeurs même. Alors, puisque toutes ces raisons augmentent, comment se fait-il que j'ai l'impression, en tout cas, qu'il y a de moins en moins de radicalisation terroriste, il y a de moins en moins d'attentats? Est-ce que c'est uniquement parce qu'ils sont déjoués? Ou alors est-ce que c'est uniquement parce que ce n'est plus tendance? Et que cette solution de radicalisation islamo-terroriste n'est plus tendance, n'est plus actu, et en fait, maintenant, ce sont d'autres types de radicalisation, d'autres types de choix, pour essayer de se sortir de ces deux situations que je viens d'expliquer. En fait, ouais, j'avais dit que je reviendrais dessus. Le plan de lutte antiterroriste, c'est ensuite appelé mission lutte contre la radicalisation violente. Et on a bien précisé radicalisation violente, parce que la radicalisation en soi, les opinions radicales, si elles ne mènent pas à une action violente, en fait, elles sont autorisées. C'est-à-dire que tu peux avoir des opinions très très tranchées. Tu peux avoir un choix qui te concerne toi, d'une pratique ascétique ou extrême, ou enfin, tant que tu ne forces pas quelqu'un, tant que tu ne commets pas d'actes violents, c'est pas répréhensible. Donc si quelqu'un a envie de s'habiller comme au temps du prophète, de se laisser pousser la barbe comme au temps du prophète, de vivre comme au temps du prophète, et puis là on parle de la religion musulmane, on pourrait parler des Mormons, tu vois. Enfin bon, bref, il y a même si c'est pas en France, mais il y a plein de pratiques rigoristes. Qui sont pas répréhensibles en France. Ce que nous on cherchait à prendre en charge, c'était ce qu'on appelait la radicalisation violente, c'est-à-dire le passage à l'acte, c'est-à-dire très concrètement, pour le cas le plus extrême, commettre un attentat, placer une bombe, une attaque au couteau, ou faire partie d'un groupe qui revendiquait des actions violentes en France. Et je pense que ce penchant pour les actions violentes, ça a été beaucoup porté par la période de l'État islamique, en fait. Parce que une certaine partie des gens qui se sentaient peut-être frustrés, qui avaient l'impression que le modèle tout-puissant américain était incontesté, incontestable, mais qui étaient en opposition avec, je dis le modèle américain, mais aussi le modèle français, qui était en opposition avec certaines choses, et en fait s'était dit en fait on n'y peut rien. Là il y avait pour les plus radicaux, pour les plus extrêmes, là on s'est dit mais alors donc en fait on peut lutter contre ça par la force et imposer nos idées par la force. Et je pense que l'État islamique, notamment, a été un peu la vitrine de ça. Et pour les plus extrêmes, ils se sont reconnus, ils se sont dit, alors on peut participer à quelque chose en accord avec nos convictions. Encore une fois, hein, c'est des convictions très 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 spécifiques qui, heureusement, touche qu'une petite partie, mais il y en a qui se sont reconnus là-dedans et qui ont eu l'espoir de pouvoir transformer les choses par la force, en particulier grâce au modèle de l'État islamique. Une fois que l'État islamique s'est écroulé,
Bah effectivement, alors c'est pas seulement une question de mode, mais je pense que euh, l'espoir de certains de pouvoir régler les choses par l'action violente, bah, il s'est un peu écroulé aussi. Et donc, je pense que la radicalisation violente, il y en a beaucoup moins à l'heure actuelle, effectivement. Je le ressens même dans les discours. Alors, évidemment, il y a eu des choses extrêmement graves et choquantes et inquiétantes, comme notamment l'assassinat de Samuel Paty, par exemple, et d'autres. Mais fort heureusement, même si c'est choquant et, et que ça reste inquiétant, ça me semble plus anecdotique. Parce qu'il y a plus cet État islamique qui porte cette voie violente. Maintenant, je pense qu'effectivement, la radicalisation prend une autre forme. Enfin, je pense qu'elle reprend la forme qu'elle avait avant, et que c'est dans le développement des idées, en fait. Et des idées et une espèce de coupure, de volonté de s'opposer, si tu veux, à la société, au modèle de société actuel. C'est 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 cette forme-là que ça prend, euh, et c'est cette forme-là, moi, que j'essaye de combattre à mon petit niveau aussi. Hmm. Ouais, effectivement. Alors, il y a deux choses qui posent problème. La première, comme tu l'as expliqué, c'est lorsque ton idée tranchée va engendrer un acte violent. Donc là, effectivement, c'est problématique. Et là, on a l'air de ne plus, d'être un peu moins, d'avoir basculé un peu moins là-dedans, mais qu'une pensée tranchée va amener à des idées violentes, et qui elles-mêmes vont aboutir à des actes violents. Si auparavant c'était par un attentat pour faire tout exploser et que c'était la finalité, aujourd'hui l'idée, elle est plus dans l'attentat. Mais tu dis qu'il y a toujours des idées qui peuvent se propager et provoquer de la violence. Des actes violents. Lesquels? En Quelles fait, moi, idées? Quel type d'actes? je vois plus beaucoup d'actes violents. Quand je disais, moi, euh, ce qui peut se répandre, c'est des idées qui vont être bon, je vais prendre un exemple extrêmement simple. Euh, euh, Nous, on nous a toujours expliqué qu'il devait y avoir la mixité dans les salles de sport. C'est un principe c'est un principe assez fondamental et admis en France. Euh, Moi, dans ma salle, par exemple, de sport de combat, il y a une majorité d'hommes, parce que le MMA, c'est encore réputé comme un sport violent, c'est assez récent finalement. Enfin, la reconnaissance et la popularisation à plus grande échelle est récente. Il y a moins de femmes, mais on a des femmes qui s'entraînent avec nous. Je sais que j'ai par exemple des femmes qui des fois m'appellent pour pratiquer et qui me demandent si on autorise les femmes dans nos entraînements. Et je leur réponds que bien sûr, que les cours sont mixtes. Et des fois, j'en ai qui me disent ah bah c'est évident pour vous, mais c'est pas évident pour tout le monde apparemment, parce que j'ai appelé un autre club avant et on m'a dit que je pouvais pas venir. Donc ça, c'est des pratiques qui existent. Qui ne sont pas forcément très répandues, mais qui existent. Et je pense qu'il faut y faire attention. Euh, et qui sont pas réellement liés à la religion. En fait, moi, je suis allé en Algérie, j'ai donné des stages de MMA deux fois en Algérie. J'avais des femmes qui s'entraînaient sur les tapis avec les hommes. Euh, et personne trouvait à redire à ça. Et, donc c'est pas lié réellement à la religion, euh, ni même à une ni même à une culture d'ailleurs. C'est un espèce de nouveau courant de pensée. Enfin, c'est l'émergence d'un courant de pensée qui veut revenir à une pratique fondamentaliste et qui cherche à se répandre.
euh, et c'est pas violent. C'est simplement, ça cherche à s'imposer. Voilà. Et Ouais, ouais. heureusement, c'est pas majoritaire, mais ça existe dans notre pays et c'est un courant et c'est un courant qui cherche à s'imposer. Et c'est ce que moi je veux combattre absolument. C'est-à-dire que il n'y a pas de religion, de croyance qui dicte qui s'entraîne avec qui. Euh, Là, on a un socle qui est le nôtre en France. Des femmes peuvent choisir de s'entraîner entre elles aussi parce que il y a des raisons spécifiques, parce que quand on est une femme de 50 kilos, s'entraîner avec un gaillard de 90 kilos, c'est pas simple, parce qu'effectivement, nous, dans les sports de préhension, on se roule dessus au sol, c'est pas toujours évident, mais ça doit pas être un courant de pensée qui impose ça. Ça doit être un choix personnel. J'étais en train de réfléchir, tu vois, donc on reprend. En fait, il a l'air de se dégager deux tendances. C'est-à-dire que pour faire changer un peuple, pour imposer à un peuple, à un pays, sa réalité ou son mode de vie, sa façon de penser, il y a l'acte de terrorisme violent et il y a l'idée infectieuse, euh, l'idée violente, enfin qui n'est pas qui n'est pas violente justement, mais qui est l'idée pour essayer d'imposer sa réalité aux autres. Je pense qu'on est passé de l'un à l'autre. Il y a une dizaine d'années, ceux qui voulaient imposer leur idée, leur mode de vie, ils le faisaient par des actes de violence, notamment par le terrorisme par exemple. Et aujourd'hui, on est un petit peu plus dans les idées, mais et c'est marrant de voir que c'est peut-être pour ça qu'il y a moins de violence, moins d'actes. Certains disent qu'il y a moins d'actes de violence. Tu vois, certains parlent plus de sentiments d'insécurité que d'insécurité, moins d'actes de violence que que juste un sentiment de violence. Bon, peut-être que c'est le cas. En tout cas, que les attentats soient déjoués ou pas, j'ai quand même l'impression que depuis une dizaine d'années, il y a moins d'attentats, il y a peut-être moins d'actes de violence pour propager ces idées. Mais que c'est plutôt par l'infusion de ces, enfin, pour imposer sa réalité, pardon. Et aujourd'hui, c'est plutôt par l'infusion de l'idée. D'ailleurs, c'est assez marrant de voir que ceux qui utilisent l'acte de violence pour propager leurs idées, en fait, sont décrédibilisés très vite. On voit très bien qu'un parti politique va dire non mais regardez, c'est vous les violents, donc en fait c'est vous qui êtes dans le tort, donc c'est votre mode de vie qui n'est pas bon. Puis à l'inversement, tu vas avoir l'extrême opposé qui va dire non mais attendez, regardez, c'est vous qui laissez ou faites des actes de violence, donc c'est votre mode de vie qui n'est pas bon. Et donc finalement le fait de créer un acte de violence aujourd'hui est plus décrédibilisant pour soutenir sa cause. Peut-être la raison Oui. pour laquelle les gens parlent beaucoup plus d'idées et que certains reprochent que ce sont les idées qui sont nauséabondes et qui participent à ce changement de mode de vie, ce changement de réalité qui in fine n'est pas bon pour le peuple. Bon, voilà, c'est une petite réflexion que j'avais. Je pense que il y en a beaucoup qui développent ces idées-là. Je ne dirais pas qui. Sur les idées, sur l'idée infectieuse qui se transmet, la perte parfois aussi d'une certaine forme de bon sens ou de sens de réalité. Qu'est-ce qu'on dit qu'est-ce qu'on dit à quelqu'un, à un terroriste, qui a voulu ou veut commettre un acte terroriste, un acte de violence? Qu'est-ce qu'on lui dit pour le faire changer d'avis, pour lui expliquer que cette façon de procéder pour changer le mode de vie du pays n'est pas le bon et que c'est contre-productif ou que ça ne va servir personne? En fait, moi, comme je te disais, l'émission, il y avait une évaluation de la dangerosité, et à partir de cette évaluation, quel travail on peut faire avec la personne. Euh, Dans le dernier cas dont je te parlais, le trentenaire qui était bien convaincu qu'il aimait pas notre modèle de société, qui avait son modèle à lui, qui était le seul bon, euh, et que ça pouvait pas en être autrement. Lui, pour le faire changer, euh, C'est mort. ce que je peux essayer de faire, c'est de lui faire accepter que d'autres modèles existent
et et que son modèle à lui, il ne s'impose que à lui, en fait, et qu'il ne cherche pas à l'imposer aux autres. C'est la seule piste de travail que je pourrais avoir avec un gars comme ça. Après, il y a aussi le temps qui fait. Bon, ce gars-là, il a pas dû sortir de prison, il a pas dû sortir de prison rapidement, euh, parce que, à mon avis, il y avait un potentiel de dangerosité. Euh, donc, j'imagine ne pas être le seul à être arrivé à cette conclusion-là, et j'imagine qu'il est resté en prison au moins un certain temps. Euh, le temps, ça peut faire évoluer aussi, mais d'ailleurs dans un sens ou dans l'autre. Donc espérons que ça a été dans le bon. Mais je pense que pour un gars comme ça, bah, voir par exemple que l'État islamique n'a pas marché, que que non, l'action violente, ça n'a pas réussi à imposer son modèle de société au monde. Bah, ça peut être aussi un principe de réalité qui lui fait comprendre que bah non, en fait, c'est pas par l'action violente que je vais pouvoir imposer mes idées. C'est vain. Donc ça, voilà. Donc ça, et je pense que pour plusieurs qui étaient réellement dangereux, euh, ils en sont arrivés à cette conclusion. C'est-à-dire que non, bah, l'État islamique, ils ont eu un espoir, et puis bah, le truc s'est effondré, donc c'était pas la solution, et visiblement, euh, bah, ça peut pas marcher comme ça. Donc après, c'est une petite victoire parce qu'ils renoncent quelque part à l'action violente. Donc déjà, s'il y a plus de risque de passage à l'acte violent, bah, on a déjà évolué vers un mieux. Maintenant, au niveau de ses idées fondamentales sur ce que devrait être la société, il y a beaucoup de chances qu'il n'ait pas changé. Euh, et, euh, et ce qu'il faudrait qu'il ait changé, c'est la volonté de l'imposer aux autres. Et si la volonté de l'imposer aux autres est toujours présente, il y a plus de dangerosité au sens d'un passage à l'acte violent, mais il y a toujours une dangerosité de manière indirecte à ce qu'il trouve d'autres moyens pour véhiculer ses idées. Ça va être ça la prochaine problématique à résoudre pour ce cas de figure-là, par exemple. Donc, est-ce que tu penses que si quelques années en arrière, on était dans un terrorisme euh, d'actes de violence, aujourd'hui, on serait passé dans une forme de terrorisme intellectuel? Je suis pas sûr de ce qu'on peut appeler un terrorisme intellectuel, mais moi, ce qui m'inquiéterait, c'est qu'il y ait une pression hein, qui soit pas exactement violente, mais une pression telle qui laisse pas le choix aux gens. C'est-à-dire que ce qui, à mon avis, est C'est-à-dire, important, bah, en gros, si tu vis à un endroit où on t'explique euh, que la bonne façon de vivre, c'est cette façon-là, la bonne façon de penser, c'est cette façon-là, et qu'il y a une bonne quantité de personnes autour de toi, mais qui n'ont pas forcément besoin d'aller jusqu'à l'acte violent, mais qui te laissent pas le choix, en fait. Parce qu'autrement, tu vas être mis au banc de la société à l'endroit où tu vis. C'est-à-dire que quand le courant de pensée il est majoritaire dans un endroit, celui qui voudrait penser autrement, bah il osera plus ouvrir sa bouche en fait. Donc en fait, il n'y a pas eu d'action et, violente, mais les idées s'imposent. et alors, est-ce qu'on n'est pas dans ce cas-là, justement? Parce que moi, j'ai quand même l'impression qu'il y en a beaucoup qui n'ouvrent pas la bouche par rapport à ce que tu décris. Et je ne Oui, pense pas bah, que ce soit des gens qui de toute façon, qui allaient commettre des actes de violence physique. C'est-à-dire que pour le coup, on enlève l'idée. Alors, je parle pas de gens qui ont des contre-raisonnements et qui sont parfois à l'encontre totale de la réalité. Le négationnisme, par exemple. Je pense qu'il y a suffisamment de preuves ou quoi pour dire que on ne remet pas en cause cette partie-là de l'histoire. Ça, c'est évident. Mais sur l'idée, sur le mode de vie, sur la façon de penser, il y a des gens aujourd'hui qui ne disent plus ce qu'ils pensent pour les raisons que tu décris. C'est pour ça que je t'ai demandé si aujourd'hui on était dans un terrorisme intellectuel. terrorisme, le mot est fort, mais il y a une pression intellectuelle, oui. Mais et cette pression intellectuelle, d'ailleurs, elle va changer d'un endroit à un autre en France. Euh,
je suis pas sûr que la pression intellectuelle dans mon village, au fin fond de la Je Seine-et-Marne, suis d'accord. Hein. soit la même que aux alentours de ma salle à Vitry, tu vois, par exemple. Ouais, en fonction de là où t'es, tu n'as pas le droit de penser. Tu n'as pas le droit de penser différemment. Cette pensée peut être différente en fonction de là où tu te trouves. Alors, Mais t'as pas le droit de c'est t'as pas pas tout le droit à de fait. le penser. Voilà, je dirais que t'es peut-être pas que t'as pas le droit de le penser, mais c'est qu'il faut une certaine force de caractère pour oser affirmer ce que tu penses vraiment dans un milieu où ton courant de pensée n'est pas majoritaire. Et il faut une force de caractère pour résister à la pression et ne pas adhérer au modèle environnant, quoi. En quoi les sports de combat ou le MMA par exemple, toi t'as aidé à essayer de raisonner donc ceux qui étaient enrôlés dans cette radicalisation, d'essayer de comprendre, de les faire changer. En fait, moi, j'ai essayé de faire un parallèle. Euh, euh, Si tu veux, je pense qu'il y a du bon et du mauvais à prendre partout. Enfin, en tout cas, c'est pas ce que je pense, c'est ce que j'ai constaté. Moi, par exemple, je viens d'un milieu, on n'était pas millionnaire, mais un milieu, si tu veux, assez aisé. Euh, Depuis que je suis tout petit, même si ça n'a pas été dit explicitement, implicitement, le modèle qu'on m'a enseigné, c'est que si tu faisais pas des grandes études, bah t'étais un peu une merde quand même. Donc, alors on me l'a jamais dit vraiment, mais c'est quelque chose qui était un peu imprégné. C'est-à-dire que, bon, déjà ne pas avoir son bac, Mhm. c'était pas envisageable. Un bac pro, bah, c'était pas terrible. Et il fallait faire des études après le bac. Et si possible, des longues études. Ça, c'était un peu ce que moi, si tu veux, on m'a inculqué. Au niveau sport de combat, combativité, etc., absolument pas le problème. Personne n'en avait rien à foutre. Euh, Quand je vois tu vois, j'ai une salle sur Vitry, j'en ai une dans le 13e. Dans le 13e, on n'est pas très loin d'Ivry-Vitry, mais 13e quand même, c'est-à-dire que j'ai pas exactement les personnes qui viennent aux deux salles sont pas forcément issues des mêmes milieux. J'ai quelquefois des mères de famille qui me font un peu penser à mon milieu, à moi, qui me disent mais mon enfant, il peut venir faire des sports de combat, il veut faire ça du MMA, mais ça m'a l'air violent, etc., etc. J'ai pas envie qu'il fasse ça, ça me fait peur, etc. Ça, c'est un peu mon milieu à moi. Je suis à peu près sûr que cet enfant-là, on lui a inculqué qu'il fallait faire des études aussi. Voilà. Et se prendre des coups dans la gueule, bah, c'est absolument pas euh, ce qu'on souhaite. Ouais, en fait, ce que j'expliquais un petit peu, c'est que je fais des parallèles, si tu veux, à l'inverse, c'est-à-dire que autant euh, je vois bien, par exemple, que dans le modèle, dans le milieu dont moi je suis issu, et je vois certains, parfois des parents arriver avec des enfants à mes cours en leur disant mon fils veut faire ou ma fille veut faire du MMA, mais j'ai vu que c'était très violent, je suis inquiet, est-ce qu'un enfant peut faire ça? Bon, euh, je vois bien que eux, leurs enfants, probablement, ils auront un parcours où ils feront des études et, et où ils vont avoir un boulot avec une assez bonne situation. Je suis pas inquiet sur cet aspect-là. Par contre, effectivement, euh, le mot me faire face à l'adversité, au sport de combat, prendre des coups, euh, etc., il n'a pas été préparé à ça. Ça, c'est quelque chose qui manque à leur éducation. C'est ce qui manquait à la mienne aussi. Et donc moi, bah, pour ces jeunes issus de ces milieux-là, bah, j'essaye de les aider euh, à dépasser ces carences qu'ils ont eues dans leur éducation, à se dire que oui, eux aussi peuvent faire des sports de combat, peuvent même avoir une carrière. J'en ai eu un qui était un peu dans ce profil-là, qui a eu une grande carrière en sport de combat ensuite, et que en fait
les aider à dépasser les barrières finalement que quelque part on leur a mis de par leur éducation. Eux, j'ai pas d'inquiétude pour l'insertion dans la vie active, pour le fait de trouver un boulot, pour le fait de faire des études, mais par contre, il leur manque dans leur éducation cette capacité, par exemple, de faire face à l'adversité, euh, euh, notamment dans ce qu'elle a de plus primaire, c'est-à-dire que quelqu'un te donne un coup de poing, quoi, bah, en fait, il faut savoir réagir et il faut savoir se maîtriser et il faut savoir ne pas avoir peur. Euh, et puis, et, et puis à l'inverse, j'ai des jeunes de banlieue. Moi, je vois des parents de Vitry-sur-Seine qui m'amènent leurs enfants. Je vois qu'eux, il y aura pas de problème au niveau de la peur des coups. Je vois le père qui est là sur le côté, vas-y, frappe plus fort, et nanana. Il est pas du tout inquiet que son gamin prenne un coup. Ça sera pas son problème. Cet enfant-là, cette inhibition-là, il l'aura pas. Parce que dans son éducation, on lui a appris à faire face à l'adversité, et ça, c'est ce côté positif. Après, j'ai eu des parents qui me disaient ouais, mais tu fais comment avec tes enfants? Moi, le mien, il fout rien à l'école. Et en fait, bah, tu voyais que, bah oui, mais à aucun moment on lui disait que c'était bien de bosser à l'école. À aucun moment on s'intéressait à ses résultats à l'école. À aucun moment on lui montrait qu'avoir des résultats à l'école, c'était quelque chose qui était important. Et je pense que dans chaque milieu, il y a des choses positives et et, et il va y avoir des manques. Et en fait, Hmm. ce que j'essaye, c'est d'apporter aux uns et aux autres ce qui leur manque en fait. Mais je reste persuadé de la même façon qu'avoir ce patchwork d'idées, ce patchwork de modes de vie, de pensée, de milieux, est la meilleure chose pour s'en sortir en toute situation et pour développer une culture et même une empathie, une culture, une largeur d'esprit pour faire face à toute la suite et pour pas être un gros con et pour éviter de sombrer pareil Mm. dans un radicalisme, dans des pensées à l'extrême d'un côté ou de l'autre, peu importe, en tout cas de se cliver dans un endroit, de rester bloqué et de rester dans son coin, ne plus rien voir, c'est hyper important, c'est sûr. Ouais, peut-être aussi ce qui est important, moi, ce que j'essaye surtout de faire, c'est de montrer qu'il n'y a pas qu'une seule façon de penser. Euh, Oui mais voilà, tout à fait. et en fait, c'est valable pour les autres, c'est valable pour soi aussi. Euh, par exemple, j'ai tout un groupe de mes élèves. Alors moi, ma salle est dans le 94, mais eux, ils venaient du 93, de Aulnay-sous-Bois. Et en fait, tu avais l'impression que tous, ils avaient grandi dans le même moule, avec les mêmes idées, les mêmes Mmh, prérequis, mmh, les mêmes... mmh. bah, déjà de voir que je pratiquais pas la même enfin que je ne pratiquais pas leur religion, que je partageais pas leurs croyances, que j'étais pas d'accord sur un certain nombre de choses avec eux, mais qu'on s'entendait très bien malgré tout et qu'on avait des passions communes et qu'on prenait plaisir à se retrouver. Je pense que ça a été une découverte et je pense que ça les a un peu, pour certains en tout cas, ça leur a un peu ouvert l'esprit. Et ça, je pense que c'était déjà une belle victoire. Et si tu veux, à l'inverse, moi, j'ai constaté aussi que ce qu'on m'avait enseigné depuis que j'étais tout petit comme des vérités absolues, ça l'était pas forcément pour les autres non Mmh. plus. Je pouvais moi aussi me remettre en question. Euh, Comme je te disais, j'ai beaucoup d'élèves originaires de l'Est. J'ai notamment des Moldaves en assez grand nombre à la salle. Peut-être parce qu'il y en a deux ou trois qui sont venus au début, puis qui se sont passés le mot ensuite. Et là, c'est même pas une question de pratique religieuse, parce qu'ils sont chrétiens orthodoxes. Euh, Ils ont un rapport à la religion qui est pas très différent d'une autre. Euh, C'est-à-dire que c'est présent, mais c'est pas au centre. Enfin, toute leur existence ne tourne pas autour de ça.
C'est pas très différent au niveau du rapport à la religion de celle que certains peuvent avoir en France, à mon avis. Mais par contre, quand on voit les actualités, par exemple, je le vois sur le conflit entre la Russie et l'Ukraine, ils n'ont pas du tout le même filtre que nous. Ce qui est une évidence pour moi, elle est absolument pas pour eux. Et pourtant, ils vivent en France, ils ont les infos françaises. Mais, mais dans leur histoire, dans leur éducation, euh, on leur a imprégné un filtre qui n'est pas le même. Et malgré qu'ils aient accès aux mêmes infos que moi, ils voient pas les choses comme moi. Hmm. Mais alors, si on part de ce principe que avoir plusieurs façons de penser, de connaître plusieurs réalités, pour être plus intelligent, ne pas être que sur un seul prisme, un seul spectre d'idées. Comment on fait maintenant? Parce que la difficulté, c'est quand on voit ça de loin, qu'on dit ben oui, il faut développer tout un patchwork d'idées, de modes, de comprendre un peu tous les modes de vie. C'est-à-dire qu'il faut avoir touché un petit peu à tout. Hein. Si on fait un parallèle, c'est il faut avoir mangé un petit peu de tout pour avoir une vision d'ensemble. À la limite, être capable de savoir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Mais ça veut pas dire qu'il faut interdire ce qu'on n'aime pas aux autres en termes de nourriture, par exemple. Bon, si on fait ce parallèle sur le mode de vie, à la limite. C'est une fois qu'on s'en est détaché qu'on se dit ok, c'est très bien, mais quand on est quand on a vécu qu'un seul prisme, comment on fait pour se détacher de ça? Alors peut-être avec des gens comme toi, peut-être avec des actions où on va prendre des gens, on va les mettre dans d'autres milieux, dans d'autres secteurs. Mais sinon, à titre personnel, comment je fais pour découvrir des mondes ou découvrir des façons de penser qui pour moi n'existent pas? Et la question, je vais te la poser différemment, c'est comment toi tu as fait, étant d'un milieu donc plutôt aisé, tu n'avais pas du tout une façon de penser peut-être bagarre, primaire et violence physique. Comment t'as fait pour venir aller te mettre dans ce milieu-là, sachant que tu n'y étais pas prédisposé au départ? En fait, j'y étais pas prédisposé par mon éducation. Euh, Peut-être que parce que je suis intrinsèquement depuis le début, j'y étais prédisposé par contre. C'est-à-dire que euh, j'ai pas trouvé de voie qui me convienne, en tout cas à cette époque-là, dans le milieu où j'ai grandi. Euh, je- Personne m'a jamais C'est un acte de enseigné la rébellion, confrontation. quoi. En tout, c'est même pas un acte de rébellion parce que je pense que j'avais pas le choix en réalité. C'est-à-dire que personne m'a enseigné la confrontation physique, mais moi je savais que j'avais besoin de ça. J'avais besoin de cette phase-là. Peut-être pas, peut-être pas jusqu'à la fin de ma vie, mais en tout cas que j'avais besoin de passer par là. Peut-être comme un rite initiatique, quelque chose, mais pour me prouver un certain nombre de choses, je devais aller à cet extrême-là et à la confrontation physique. C'est pour ça que j'ai choisi le sport de combat le plus complet, le plus réel. J'avais besoin de coller à cette réalité-là et de m'y confronter. C'était un besoin qui était en moi, qui est pas lié à mon éducation, mais qui pour le coup était présent. Et je rencontre quelquefois des jeunes qui viennent à mes cours, qui sont issus du même milieu, où c'est pas non plus dans leur éducation, mais qui à l'intérieur d'eux ont ce besoin-là. Et là, le but, c'est de les aider à surmonter une inhibition dû à l'éducation, pour quelque part aller au bout de ce qu'ils sont vraiment. Est-ce que de la même manière, ça serait possible que quelqu'un qui soit un jeune, qui soit né dans un environnement de confrontation physique, peut-être même de le milieu de la drogue, le fait de vendre de la drogue dans des cités, dans des milieux comme cela, est-ce que tu penses que de la même façon, certains peuvent ressentir cette envie, ce besoin, d'aller découvrir peut-être, de s'en extraire pour aller découvrir le professionnel, le plus difficile, enfin, les études, le droit, certains diraient le droit chemin. Oui, oui. Est-ce que Bah, c'est en fait, possible à l'inverse? oui, c'est possible à l'inverse et je l'ai vécu aussi et c'est une grande satisfaction aussi. C'est-à-dire que comme je te le disais, aussi bien un jeune issu d'un milieu un peu bourgeois, un peu aisé, euh, bah lui, son challenge, ça va être de peut-être aller faire une carrière en professionnel ou en tout cas faire
pas forcément professionnel, mais faire un passage par la confrontation dans des sports de combat euh, dits violents, et que ça va être lui, son challenge à lui, de surpasser les blocages et les inhibitions pour faire un parcours dans un domaine où peut-être de par son éducation, bah, on ne l'attendait pas. Et effectivement, à l'inverse, ça m'est aussi arrivé. C'est une grande satisfaction aussi d'avoir des jeunes qui sont issus de banlieue où eux, on leur a dit peut-être depuis tout petit que le sport de combat c'était important, que savoir se battre c'était important, où on les a préparés à ça, mais dont ça va pas être finalement le principal objectif de vie, où ils vont se dire que ça leur suffit pas, où ils vont se dire qu'il leur faut autre chose, qu'ils ont un autre potentiel qu'ils veulent développer aussi, et où parfois, heureusement pas tous, hein, mais parfois dans le milieu familial, on leur a pas laissé entrevoir qu'ils pouvaient aussi avoir une autre destinée, qu'ils pouvaient faire des grandes études. Euh, et en fait, moi, un de mes objectifs aussi, c'est me battre contre ça, contre les préjugés dans un sens et dans l'autre. C'est-à-dire que j'ai parfois des jeunes qui disent oui, mais moi je suis noir, mais moi je suis arabe, j'ai moins de chance que les autres parce que stigmatisation, parce que racisme, etc. Je dis pas que tout ça n'existe pas, mais j'ai plein d'exemples de jeunes issus des quartiers populaires avec des noms de famille à consonance maghrébine ou autre ou africaine, etc., qui avaient un vrai potentiel, peut-être qu'il y a un peu plus de difficultés, mais ils y arrivent. Et, euh, et ils arrivent, enfin, j'en ai plusieurs en tête. J'en ai un qui est informaticien, qui a fondé une école d'informatique ensuite. J'en ai un autre qui était dans les classes de rattrapage et cl- classes dans les classes relais, ça devait s'appeler à l'époque, qui est re-rentré dans le système ordinaire, qui a eu son bac avec mention, qui a fait des études de droit, qui a une très bonne situation à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment possible, c'est pas qu'un rêve. Quand on a des compétences et la volonté, des fois c'est un peu plus dur au début, mais on y arrive. Et bah moi, ma satisfaction, c'est d'aider les uns et les autres à faire ce chemin là où on les attend pas forcément. Est-ce que tu as eu l'occasion, quand tu étais dans le plan de lutte antiterrorisme, de découvrir un peu la vie en prison, les hiérarchies, les codes, ou est-ce que tu étais uniquement cantonné aux entrevues avec les personnes et que tu n'étais pas réellement dans la vie carcérale? Si, si, j'ai eu l'occasion de découvrir. Après, il y a mon travail, c'était les entretiens individuels. Donc ça, c'est une chose. Il y avait Hmm. des créations de programmes. Et dans les créations de programmes, par exemple, de prévention. Euh, alors ils appelaient ça programme de désengagement de l'action violente. On parle pas de déradicalisation, C'est beau. mais désengagement de l'action violente, c'est-à-dire on n'a pas forcément l'espoir que on va te déradicaliser, mais au moins qu'on va te conduire à penser que l'action violente, au moins on va te conduire à penser à renoncer à l'action violente. Voilà. Et en fait, dans le cadre de ces programmes, on faisait intervenir, enfin, on faisait venir des intervenants extérieurs. Mais je me rappelle d'un programme où où l'initiative n'était pas de nous, c'était des détenus qui étaient à l'initiative du programme. Et ces détenus, c'était des profils qui en général avaient des longues peines, euh, qui n'étaient pas concernés par la radicalisation, mais qui étaient là pour braquage, pour trafic de stupes, etc. Euh, qui étaient des personnes qui, si tu veux, en imposaient un peu en détention de par leur parcours et qui eux-mêmes étaient préoccupés par la montée de la radicalisation en prison. Parce que c'est quelque chose qui les touchait pas, eux. C'est-à-dire, c'est-à-dire que, en fait, ils étaient pas du tout là-dedans. Mais ils voyaient bien que les jeunes autour d'eux étaient de plus en plus happés par ça. Et quelquefois, les jeunes venaient leur en parler, leur poser des questions, et en fait, ils n'avaient pas les éléments de réponse.
et il nous avait demandé à monter des programmes pour faire intervenir des personnes qui, elles, avaient les qualifications pour répondre. Et donc, on a monté, par exemple, ce type de programme. Et ça a été finalement un énorme apport parce que ça permettait de discuter avec les uns et les autres, de voir quels étaient les réels problèmes, euh, comment ça se passait dans la vie de tous les jours en détention, et puis de se rendre compte qu'il y a des profils très très variés aussi en détention. Est-ce qu'aujourd'hui tout ça est terminé? Il n'y a plus de peur de terrorisme, enfin plus de peur. Qu'on a coupé définitivement les vannes? Non, je pense que c'est pas coupé. Il y aura des attentats, malheureusement, il y en aura sûrement encore. Euh, à mon avis, on est dans une période où il y en aura probablement moins, mais tu sais pas ce qui peut advenir. Là, on est dans une période particulièrement instable au niveau international. Il y a des conflits un peu partout, que le conflit s'étende à nouveau sous la forme d'actes terroristes, c'est pas exclu non plus. Donc, je pense qu'il faut pas se dire que c'est terminé. T'as toujours un contact avec ce milieu-là, antiterroriste. Tu sais, t'es au courant de choses qui se passent, d'attentats déjoués, ou alors complètement couper le cordon. Alors non, j'ai pas complètement coupé le cordon. Après, il y a des informations qui me sont pas données parce que c'est confidentiel et que je fais plus partie du dispositif. Mais j'ai des collègues encore que je vois régulièrement et qui travaillent encore dans ce milieu-là. Ok. Bon, et alors, par curiosité aussi, quelle est cette transition qui fait que tu passes finalement alors le MMA au plan antiterroriste, on a un peu compris. C'est intéressant de voir que par le milieu social, hop, t'as basculé comme ça. Derrière, dans le cinéma, alors t'as écrit un livre aussi, on va en parler un peu après. Euh, Qu'est-ce qui fait que t'as voulu changer radicalement, j'ai utilisé le mot, de milieu et d'activité? Alors le cinéma, c'est même pas une volonté réelle. Ça m'est juste tombé dessus sans que je demande rien. Euh, euh, En gros, j'ai été appelé par une directrice de casting une fois, qui travaillait pour un réalisateur qui s'appelle Guillaume Niclou, qui est un grand réalisateur français. Euh, Rien à voir avec le MMA. Je connais bien. Enfin, je le Euh, connais pas euh, personnellement, mais bah, voilà. Du coup, on a appris à se connaître. Et donc, il cherchait pour un film policier, un truc assez noir, et il fallait une gueule pour interpréter un méchant. Et donc, il avait demandé à cette directrice il s'intéressait un petit peu au MMA lui-même, et je crois qu'il avait demandé à cette directrice de casting d'aller regarder dans les clubs de MMA si elle trouverait pas quelqu'un, etc. J'ai été appelé une fois, elles sont venues à ma salle, on m'a fait faire un bout d'essai enregistré en vidéo. Euh, à d'autres élèves aussi. Et elles m'ont rappelé quelques jours plus tard pour me dire que le réalisateur souhaitait me rencontrer. Donc c'était Guillaume Niclou. On a parlé un peu. Il m'a proposé un rôle. C'était dans La Clé. C'était mon tout premier avec Vanessa Paradis, Guillaume Canet. Il y avait, il y avait Jean Rochefort également. C'était voilà, et c'est quelque chose qui se refuse pas, tu vois. C'était une nouvelle expérience. C'était pas une volonté, c'était pas une vocation, mais c'était une chouette expérience et j'étais très heureux qu'on me la propose. Et puis ça s'est bien passé. J'ai découvert effectivement un autre univers. Et puis par la suite, donc j'ai pris un agent, donc il m'a pas servi beaucoup parce que finalement les réalisateurs en général, quand ils te veulent sur un projet, c'est parce qu'ils ont déjà fait leur choix. Les castings, pas trouvé que c'était très utile. Et puis il y a quelques rôles qui m'ont été proposés ensuite, mais les plus importants, c'est toujours avec Guillaume Niclou que ça s'est fait. Et mon meilleur souvenir, c'était
Tu l'as vu, je crois, dans l'enlèvement de Michel Houellebecq, où ça, c'était une expérience absolument hors sol, quoi. Voilà. Est-ce que tu peux raconter un peu, parce que tu m'en as touché deux mots la dernière fois au téléphone, euh, la fameuse scène où tu apprends à Michel Houellebecq. Alors, en fait, ce film est en ovni. Euh, Ce film est en ovni. Alors moi j'aime beaucoup Guillaume Niclou, j'avais adoré Valley of Love. Il me semble que c'est de lui, hein. Je dis pas de conneries. Ouais, oui, Avec oui, oui, Depardieu. ouais, ouais. Euh, il a un univers, voilà, c'était la forêt ou je sais plus. C'est un film assez particulier où Depardieu est perdu pendant 1 heure ou 1h30 dans la forêt. Je me souviens plus le titre, mais c'est vraiment spécial. Ça fait partie du cinéma français un petit peu spécial. Euh, et l'enlèvement de Oui, je crois que Michel je l'ai Houellebecq, vu. J'avais ouais, été c'est invité à exceptionnel. Et quand l'avant-première tu pour celui-là. apprends Ouais. Et quand tu apprends à Michel Houellebecq, donc on dirait un mi-fiction, mi-documentaire, quand tu lui apprends à se défendre, en fait c'est... bon, quand on connaît le personnage, c'est exceptionnel. Est-ce que tu peux me raconter un peu comment ça s'est passé? Ouais, bah en fait, comment ça s'est passé? C'était quelques années après le film La Clé. Alors, j'avais joué deux petits rôles, je crois, entre-temps, avec d'autres réalisateurs. Et ça devait être 4 ou 5 ans après mon premier tournage avec avec Guillaume Niclou. Et là, Guillaume Niclou me rappelle et il me dit, ah, tu serais disponible telle période parce que c'est pas sûr encore, mais peut-être un film, nanana. Et puis, bah, ça s'est affiné. Là, il m'explique que ça va être avec Michel Houellebecq, donc il me demande si je le connais, si je vois qui c'est. Je voyais qui c'était. Il dit, bah voilà. Et il m'en dit pas trop sur le scénario. J'essaye de poser un peu des questions. Et puis enfin, très très énigmatique, pardon. Il m'en disait pas trop. Et en fait. Je pense que dans sa tête, bah, en fait, il s'est fait un délire. Il s'est dit, tiens, je connais Welbeck, je connais lui, je vais mettre les deux ensemble, deux personnes qui ont rien à voir ensemble a priori, on va voir ce qui se passe. Alors, en fait, j'étais pas seul, j'avais deux acolytes dans le film. Alors, ce qu'aime bien faire Guillaume Niclou, c'est prendre des personnages, enfin des acteurs qui ont interprété des personnages dans un film et les transposer dans un autre. Et là, en gros, c'était les trois méchants de la clé, le premier film que j'avais joué avec lui. On se retrouvait à enlever et séquestrer Michel Houellebecq. Voilà. Et alors, l'idée du film, il est parti d'un fait divers, à savoir que Michel Houellebecq, pendant la promotion d'un de ses livres, je sais plus lequel c'était, euh, donc il passait beaucoup à la télé, etc. Et d'un seul coup, bah, en fait, on ne le trouvait plus. Et on a envisagé, comme il avait eu des propos, des propos jugés peut-être offensants pour l'islam ou quoi, je sais plus de quoi il était question. On a envisagé qu'il avait été kidnappé par un groupe terroriste en lien avec ça. Et parce que personne ne trouvait. Et ça passait à la télé. On ne trouve plus Michel Houellebecq. On pense que peut-être il a été enlevé par un tel. Nanana. Et en fait, la vérité, c'est que Houellebecq, bah, bon, c'est quelqu'un effectivement à part. Il en avait dû en avoir marre de la promo. Et en fait, il s'était barré dans une villa en Espagne. Il n'avait rien dit à personne. Et en fait, il n'avait pas Internet là-bas. Il savait pas qui passait au journal et qu'on s'inquiétait par rapport à sa disparition. Mais donc, ça a donné à Guillaume Niclou l'envie de faire un film sur ce qui aurait pu se passer si Michel Houellebecq avait été enlevé et le pourquoi du comment. Et donc, bah, je fais partie des kidnappeurs de Michel Houellebecq. Ah non, c'est marrant. Et alors, tout est plus ou moins improvisé dans le film. Enfin, je veux dire, il y a un script, mais il y a des scènes qui sont improvisées. Il me semble qu'il y a une scène spécifique Oui, qui a été complètement improvisée. bah, il y en a plusieurs. En fait, c'est-à-dire il y avait un script, mais Guillaume Niclou se donnait beaucoup de liberté par rapport au script parce qu'il voulait de la spontanéité. Et il y a des scènes qui des fois n'étaient pas prévues. Enfin, je me rappelle moi bah, Michel Houellebecq et moi, on était fans tous les deux de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Et entre les scènes, entre les scènes du tournage,
bon, on avait commencé à discuter de Tolkien et du Seigneur des Anneaux. Et sans qu'on s'en aperçoive, au bout d'un moment, je vois un gros micro, si tu veux, au-dessus de ma tête. C'était Guillaume Niclou qui avait Filmé. demandé au gars de nous coller un micro dessus. Et donc, il nous a demandé après, est-ce que vous pouvez... bon, là, on va continuer la scène, mais on va la changer un peu. La conversation que vous aviez, est-ce que vous pouvez la reprendre? Voilà. Tu vois, c'est un peu des exemples de la façon dont se passait le tournage. Et puis en même temps, il allait glisser à un autre acteur. Toi, là, pendant qu'ils discutent, tu vas faire une intervention pour leur dire que c'est de la merde, Tolkien. Et, euh, et ça, il l'avait dit que à cet autre acteur. Il nous l'avait pas dit à nous. Et bon, il faut savoir les scènes de repas étaient réelles aussi. C'est-à-dire que tu as peut-être 5 minutes de repas filmés, mais on a passé 2 heures à table avec de l'alcool. En commençant par le vin et puis ensuite les digestifs, etc., etc. Et que bah, la scène où on parle du Seigneur des Anneaux, le repas avait déjà été bien arrosé. On a une discussion un peu passionnée avec Michel Houellebecq sur Tolkien. Et là, t'as Luc, qui est un des autres acteurs du film, qui commence à intervenir, qui fait mais c'est de la merde Tolkien, son truc avec ses nains, la machin, nanana. Et du coup, Michel, qui est déjà un peu éméché, le prend très mal. Euh, et lui répond de façon un peu agressive. Et en fait, tout le monde m'a dit, mais c'est un super acteur, etc. Et moi-même, je sais toujours pas si c'était joué ou s'il avait oublié qu'on était en train de jouer, et s'il était réellement très en colère, en fait. Donc, il y a en fait énormément de scènes comme ça. Et quelle est la scène, comment s'est passée la scène où tu lui expliques des techniques de self-défense ou de combat? Je sais plus. Ouais, Il faut que je regarde le film. J'en avais gardé un souvenir, j'avais eu au moins il y a 10 ans. des techniques de MMA, notamment, bah, c'était l'idée de Guillaume Niclot aussi. Il m'a dit, là, j'aimerais bien une scène où tu apprends à Michel à se battre. Donc, bon, on est parti sur quelques coups de poing et puis du travail au sol. Et je lui ai montré, alors pour les pratiquants, je lui ai montré comment faire un triangle au sol. Et bon, bah, c'était effectivement assez marrant, parce que je pense que Michel avait jamais dû pratiquer un seul sport de combat dans toute son existence. Et il a trouvé ça finalement assez rigolo, quoi. Et là, on te voit, donc c'était dans le film, Ouais. l'enlèvement de Michel Houellebecq. En fait, tu jouais le ravisseur, quoi. Un des ravisseurs et qui Oui, finalement lui apprend des techniques. c'est ça. Bah, en fait, on le séquestre pendant un moment parce qu'il y a une rançon qui doit arriver. Et puis, bah, pendant la séquestration, bah, on passe des semaines en vase clos avec lui. Et c'est ce qui s'est vraiment passé dans le film. On a dû passer, on a dû passer 2 semaines presque en vase clos. Et donc, bah, pendant ces 2 semaines, on apprend à se connaître à la fois dans la réalité et par rapport au scénario du film. Donc, il se crée des liens. Et on va échanger sur la littérature, on va échanger sur les sports de combat. Voilà, bah ça m'amène à la question suivante, c'est est-ce que c'est lui qui t'a donné envie de te mettre à l'écriture? Alors l'écriture, j'écrivais déjà depuis longtemps, parce que déjà ça me faisait du bien. Euh, C'était un besoin pour moi d'écrire. Euh, et on a dû échanger avec Michel par rapport à ce projet-là. Il m'y a encouragé, il me semble, effectivement, parce qu'on avait déjà partagé un petit peu des choses. Alors lui est pas du tout dans l'univers. J'ai situé le roman dans le domaine héroïque fantasy. C'est un peu c'est- j'ai envie de dire que ça se limite pas à ça. Moi, c'était un petit peu en lien justement à ma passion pour Tolkien, les jeux de rôle lorsque j'étais adolescent. Ce roman, ça a été un peu le lien entre mon adolescence, où je lisais Tolkien, où je pratiquais des jeux de rôle, et ma vie d'adulte, où j'ai plongé dans les sports de combat. Et aussi où j'ai appris à découvrir le vrai monde en fait, avec toutes les problématiques dont on parlait, la question de la radicalisation religieuse, elle est présente dans le roman aussi. Donc j'essaye de faire beaucoup le lien entre réalité et fiction. Et on a eu évidemment des échanges avec Michel Houellebecq à ce sujet-là pendant le film, et ça a certainement contribué
à mon avis, d'aller au bout de mon projet. Il a été le premier. Alors, il n'a pas lu le livre dans son intégralité, mais le livre est constitué de 3 parties et il a été le premier à lire la première partie. Donc ça s'appelle La Dame Noire et donc c'est un roman fantasy qui s'inspire de faits réels. On peut dire ça, oui, ça résume assez bien. Ouais, bon, je l'ai reçu ici, je l'ai reçu en France, donc j'y passe bientôt, donc je vais pouvoir le lire, je te ferai un retour. J'encourage à tous les auditeurs d'aller regarder. Je laisserai un lien de toute façon dans la description, pour ceux qui veulent aller lire le bouquin et qui veulent en découvrir un petit peu plus. Écoute, est-ce que tu as un mot, une phrase, il y a une dernière chose que tu as envie d'ajouter, une thématique dont on n'a pas forcément parlé, mais que tu voulais absolument aborder? Peut-être finir sur le roman parce que c'est mon actu là, et en même temps une considération philosophique aussi. Je pense que beaucoup m'ont dit quand ils ont appris que j'avais sorti un livre aux éditions Rivière Blanche, c'était on s'attendait à une biographie en fait. Parce que voilà, quelque chose sur ton parcours, on s'attendait pas à ce que tu écrives une fiction. Et en fait, parce que ça leur semblait plus compliqué, c'était plus simple une biographie. Je pense que d'abord, effectivement, il y a des liens avec la réalité, il y a avec le monde dans lequel on vit, avec mon parcours aussi. Mais écrire une fiction, c'était un défi personnel aussi. C'était un peu un cheminement pour faire le lien, comme je te disais, entre mon adolescence dans un certain milieu où les jeux de rôle, c'était un peu le truc à la mode, et puis le passage au sport de combat où c'est un autre milieu, et où j'ai découvert d'autres univers, d'autres personnes, et fusionner un petit peu tout cet aspect-là. C'est un peu une façon de porter un regard sur notre société actuelle aussi. La fiction et l'univers fantasy, ça donne beaucoup plus de liberté pour parler du monde réel. Donc ça, c'était pour faire un point Ouais. sur le roman, et aussi peut-être que voilà, c'est peut-être le message à faire passer, c'est que on m'attendait pas en tant que romancier, mais c'était quelque chose qui me prenait aux tripes, comme l'avaient fait les sports de combat avant. Et quand on a vraiment le besoin, l'envie de quelque chose, si on s'en donne les moyens, bah même s'il semble y avoir des barrières, il faut y aller, et c'est la preuve qu'on peut arriver à tout. Donc à faire des études, même quand on n'est pas issu d'un milieu où on en fait d'habitude, faire des sports de combat, même quand on n'est pas dans un milieu penché sur les sports de combat, et écrire un roman, même quand c'est pas ce qu'on attend de vous. Est-ce que tu as d'autres projets littéraires, cinématographiques, je sais pas, politiques, Alors pour recouvrir un petit peu tout ce qu'on a vu, ou sportifs? alors, en fait, le roman, c'était aussi une manière pour moi de faire un point euh, euh, sur déjà quelque part une longue vie, euh, avec un parcours sans doute un peu atypique. Et je m'interdis rien. En tout cas, le roman marche bien, donc j'en suis très content. C'est déjà une satisfaction de le terminer, une autre de trouver un éditeur. Et si ça peut très bien marcher, ça en sera une de plus. Je suis déjà de toute façon en train d'écrire la suite, et donc il semble que ça soit en bonne voie Mm. pour qu'elle soit publiée aussi. Ça, c'est pour les projets au niveau littéraire. Pour le cinéma, j'ai jamais vraiment eu de plan de carrière. Ça tombe quand ça tombe. Donc on verra bien ce qui se passera. Et pour les projets professionnels, là au niveau des sports de combat, il y a la continuité et le développement du club, la Free Fight Academy. Il y a j'ai une nouvelle casquette maintenant qui était dans la promotion sportive. J'ai créé mon propre événement euh, de MMA au début, au moment de la légalisation, qui a été intégré à une plus grosse organisation qui s'appelle Hexagone MMA, dont je suis directeur sportif actuellement. Donc ça occupe une bonne partie de mon temps aussi. Et donc des événements qui se préparent en France, mais aussi à l'international. Donc ça fait aussi partie des projets. Bon, vraiment multifacette, multimode de vie, hein, on conclura là-dessus. Merci Mathieu.
On retrouve donc ton livre est disponible de toute façon sur Amazon. Je laisserai les liens dans la description de l'épisode. Allez y jeter un œil. Il y aura les liens aussi des réseaux de Mathieu pour ceux qui veulent aller le suivre sur Twitter, sur Instagram. Il me semble que t'as Instagram aussi. C'est ça. Donc pour le X, livre, ouais. oui, X. Pour le livre et pareil, il y a un compte maintenant roman La Dame Noire sur Instagram. On peut le commander aux éditions Rivière Blanche directement sur le site du livre ladamenoire.net ou sur Amazon. Le plus simple en tapant juste La Dame Noire sur Amazon, c'est le premier qui apparaît. Parfait. Eh ben écoute, reste avec moi encore quelques minutes. On va se quitter en privé. Quant à tous, alors je vous encourage à aller regarder la description, mais aussi si vous avez apprécié cet échange, cet épisode, peut-être envoyer un message à Mathieu pour le remercier du passage, de la réflexion, du parcours aussi, et de le féliciter du parcours plus que de le remercier. Et puis de continuer à suivre ce podcast, de vous abonner sur les différentes plateformes. Pourquoi je le répète, et je le répète pas assez encore, je le répète toujours, je le dis toujours à la fin, mais c'est important parce que ça permet de grossir les charts, ça permet de grossir la visibilité et d'aller chercher de nouveaux invités. Voilà, ce podcast est gratuit, il demande pas grand chose, donc si vous l'appréciez, que vous l'écoutez depuis plusieurs épisodes et que vous aimez ça, eh ben cliquez, j'en dirai pas plus. Et également la newsletter du podcast biomécaniquepodcast.com/lettres, c'est le tout dernier lien dans la description de cet épisode et de tous les épisodes. Allez jeter un coup d'œil sur la petite page si ça vous intéresse, vous rejoignez. Il n'y a pas beaucoup j'envoie une newsletter par mois. Voilà, il y a des annonces que je fais dessus, il y a des choses que vous n'avez pas envie de louper, croyez-moi. Donc inscrivez-vous si vous avez envie de suivre les projets, les nouveautés sur le podcast. Voilà, je vais pas expliquer ce qu'il y a dedans, mais inscrivez-vous et puis vous verrez. Il y a un petit mail de bienvenue, de présentation lorsque vous vous inscrivez. Je crois que j'ai fait le tour. Laissez des évaluations aussi et puis partagez les épisodes. Ça fait beaucoup d'appels à l'action, beaucoup de choses à faire. Contentez-vous aujourd'hui de vous inscrire à la newsletter et de vous abonner au podcast si c'est pas encore fait. On se dit à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Faites pas trop les cons, un petit peu mais pas trop. Et puis voilà, passez une bonne journée. Ciao.